Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez ce matin Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Fabien. Dans un mois, tous les élèves seront en vacances et avec vous, nous allons éclairer ce que sera leur rentrée sur plusieurs points clés sur lesquels vous êtes très attendus et écoutés, points qui seront d'ailleurs présentés cette semaine devant le Conseil supérieur de l'éducation. Alors d'abord, est-ce que la date de rentrée, dites-le nous, est toujours bien fixée au 4 septembre? Oui, bien sûr, ça ne change pas. Non. Est-il sérieusement envisagé, puisque certains de vos propos ont pu le laisser penser ce week-end, d'avancer la date de rentrée pour la rentrée prochaine, je parle de 2018, afin de mieux étaler le temps tout au long de l'année, c'est-à-dire de faire des vacances scolaires plus courtes l'été et davantage travailler pendant l'année? Non, pas du tout. Je n'ai d'ailleurs pas du tout dit ça. J'ai simplement dit que toute notre philosophie sur ces sujets devait être d'être au plus près du terrain. Et donc j'ai rappelé que certains faisaient cette formule de commencer fin août autrefois, que c'est justement les mesures un peu trop uniformisantes qui ont cassé certaines expérimentations intéressantes, mais je n'ai certainement pas dit que toute la France devait changer à court terme. En revanche, il est normal de réfléchir de manière sereine et sur le long terme, sur tous ces sujets du temps qui est notre temps à tous, le temps quotidien de l'enfant, le temps hebdomadaire et le temps annuel de l'enfant. Mais en tout cas, là, s'il n'y a pas de projet aujourd'hui dans les cartons, mais il y en a bien d'autres et on va en parler, l'idée d'avoir une réflexion sur la durée des vacances et sur la durée des vacances d'été est en tout cas à votre ordre du jour, même si ça n'est pas encore arrêté aujourd'hui en termes de décision. C'est une réflexion qui doit être permanente. Elle a existé dans le passé, elle continuera dans le futur. Il faut simplement être attentif aujourd'hui à laisser des décisions possibles au plus près du terrain. C'est l'esprit des mesures qu'on est en train de prendre en matière de rythme scolaire, comme pour le reste. Autrement dit, aujourd'hui, quelle est la situation? La situation, c'est on a incité à ce que l'ensemble de la France soit sur 4 jours et demi. Alors là, on n'est plus sur les vacances d'été, mais effectivement sur les rythmes scolaires et le travail hebdomadaire qui a énormément fait parler tout au long du quinquennat précédent. Oui, et le but n'est pas de revenir sur ce dossier-là, si vous voulez. Le but, c'est simplement de dire que des gens aujourd'hui sont insatisfaits localement avec la situation qui a résulté. J'espère d'ailleurs que c'est plutôt une minorité, mais ce que nous faisons, c'est d'ouvrir la possibilité, surtout pour la rentrée 2018 en fait, d'avoir le choix entre différentes formules. Mais c'est-à-dire qu'il y aura, pour que ce soit bien clair, sur ce sujet qui a à ce point alimenté les débats, une totale liberté laissée aux communes, puisque c'est à l'échelon des communes que ça se décide, de décider si elles repassent ou non à la semaine de 4 jours. Non. Alors, le système est très simple. Le système sera plus exactement, puisqu'on parle surtout de la rentrée 2018 avec peut-être quelques premières expérimentations en 2017. Mais le système sera que s'il y a un consensus local entre les conseils des écoles et la commune, ils font une proposition et l'inspecteur d'académie, donc le représentant de l'éducation nationale, donne son feu vert ou pas pour l'organisation proposée. Donc lorsque des conseils d'école et la commune s'entendent pour un système éventuellement à 4 jours avec des activités périscolaires de qualité, alors on pourra rentrer dans ce dispositif. Encore une fois, le but, c'est ne pas changer là où ça marche, là où tout le monde est content, là où ça fonctionne bien, et là où il peut y avoir quelques difficultés, ouvrir une nouvelle liberté, mais le faire très sereinement, très pragmatiquement, et c'est l'esprit de cette mesure. Il y a beaucoup de villes qui, pensez-vous, seront concernées. On sait que Christian Estrosi l'a déjà annoncé pour la ville de Nice. Dès la rentrée, il y a d'autres grandes communes, à votre connaissance? Oui, mais par exemple, Paris, Lyon et Marseille vont garder la même organisation à la rentrée prochaine. La plupart des grandes villes de France vont garder la même organisation à la rentrée prochaine, et c'est bien ainsi. Nous n'avons pas cherché à bouleverser, nous avons cherché simplement, dans les cas où des communautés voulaient sortir de situations qui étaient difficiles, leur ouvrir cette porte. C'est cela et seulement ça. Et ça ne risque pas de creuser un fossé, cette liberté entre les communes qui finalement ont les moyens et qui peuvent financer les activités périscolaires et les moins favorisés qui seraient tentés de revenir aux 4 jours. Vous nous confirmez par exemple que l'État continuera à soutenir financièrement les activités périscolaires pour les communes qui souhaitent rester aux 4 jours et demi? Bien sûr, on est actuellement dans cette perspective pour l'année prochaine, il n'y a aucun doute. Pour les autres années, on y travaille, mais on est dans cette idée-là. Et ce qui est certain, c'est que la situation que vous décrivez comme étant un éventuel risque de ce que nous sommes en train de faire, c'est en réalité la situation actuelle. Ne croyons pas qu'aujourd'hui tout le monde fait la même chose. Vous avez des communes où c'est pas la même heure de sortie tous les soirs, et pour les parents qui travaillent, ça n'est pas du tout pratique. Vous avez des communes qui sont très différentes, déjà l'une à côté de l'autre. J'étais en Seine-Saint-Denis il y a quelques jours, entre des communes voisines, ce n'est pas les mêmes horaires. Donc ne disons pas que les nouvelles mesures vont créer de l'hétérogénéité, alors que c'est déjà le cas. Donc à partir du moment où il y aura de toute façon toujours de l'hétérogénéité, prenons ce que ça a de positif, c'est-à-dire le pragmatisme,
le fait qu'on doit laisser, comme ça se passe dans pratiquement tous les pays du monde, une certaine liberté locale pour pouvoir définir ce qui est bien, et bien entendu avec une attention à la qualité de ce qui se passe pour l'enfant, et donc un travail de l'État, et notamment de l'éducation nationale, pour avoir cette vision complète, et notamment la cohérence entre le scolaire et le périscolaire. Je suis aussi ministre de la Jeunesse et de la vie associative, et donc je vais être très attentif à ça, notamment au titre du sport et de la culture et de ce qui se passe pour les enfants en dehors de l'école, bien entendu. Mais on a compris en tout cas, en vous entendant, que peu finalement de communes souhaiteraient revenir sur les 4 jours, en tout cas dès cette rentrée 2017. Autre réforme clé qui sera mise en application dès la rentrée prochaine, les devoirs faits. Alors pour expliquer, pour tous ceux qui nous écoutent, et je crois que ça parle à beaucoup de gens, ça signifie que les collégiens, puisque c'est au niveau du collège au début, qui rentreront à la maison, auront déjà fait leurs devoirs. Ça, ce sera le cas pour tous les collèges dès la rentrée 2017 ? On va faire le maximum pour que ce soit dans le maximum de collèges à la rentrée prochaine. Ouais. Vous savez, je suis arrivé depuis moins de 3 semaines, donc, et la rentrée est quand même bientôt, donc on travaille d'arrache-pied pour arriver à des résultats de ce type qui vont changer, je l'espère, le quotidien des familles. Mais l'objectif est très simple, hein. C'est que d'une part, il y avait, si vous voulez, une sorte de querelle entre ceux qui disent il faut faire des devoirs, c'est indispensable parce que sur le plan cognitif, c'est bon pour l'enfant, il faut faire des exercices, il faut faire du travail de mémoire, de mémorisation et d'analyse, etc. Ceux qui disent cela ont raison. D'autre part, d'autres disent oui, mais tout cela crée des inégalités parce que les familles ne sont pas les mêmes, qu'il y a donc des différences selon les familles auxquelles on appartient. Par ailleurs, quelles que soient les classes sociales, cela pose des problèmes en famille parce qu'on n'est pas toujours en situation de pouvoir aider l'enfant. Une fois et ce eux diagnostic aussi ont raison. posé, eh bien, on dépasse cette querelle où chacun a raison et on arrive à une situation où on va faire les devoirs. Oui, il y aura des devoirs, mais ils seront faits au collège. Mais concrètement, qui fera faire les devoirs aux collégiens ? Est-ce que c'est une vraie étude dirigée avec un professeur qui explique aux enfants comment on fait leurs devoirs de maths, de philo, etc. Ou est-ce que c'est une simple surveillance où on réunit un maximum d'élèves dans une grande pièce et il y a un surveillant qui attend que l'heure tourne ? Parce que ça n'a évidemment pas du tout la même conséquence en termes de pédagogie. Vous avez tout à fait raison, il y a un enjeu quantitatif, mais il y a avant tout un enjeu qualitatif. Et donc effectivement, la notion d'étude dirigée, si vous reprenez ce terme ancien, en effet, que vous avez sans doute bien connu et qui a de très bons aspects, va nous conduire premièrement à mobiliser les professeurs avec des heures supplémentaires. Donc ce seront des professeurs, ça c'est important. D'une part, en fait c'est un éventail d'intervenants avec les professeurs, les assistants d'éducation, c'est aussi quelque chose qui va évoluer. Et puis, je vous le disais à l'instant, je suis aussi au titre de mes compétences sur la jeunesse en charge du service civique. Je vais lancer une grande mobilisation du service civique pour avoir plusieurs milliers de volontaires du service civique qui souvent sont de très bons niveaux, des jeunes qui sont en train de finir leurs études ou qui les ont déjà finies et à qui nous proposerons ces missions. Et c'est ainsi très significatif de cette école de la confiance que je souhaite faire avancer, c'est-à-dire une école où la société est autour de son école, aide son école. Et tout à l'heure on parlait du temps et du travail périscolaire, mais si vous voulez, on doit avoir une cohérence entre ce qui se passe à l'école, entre ce que les professeurs font comme travail avec leurs élèves et ce qui se passe par ailleurs, que ce soit au titre des études dirigées ou des activités de l'enfant par ailleurs, de façon à ce qu'on converge vers l'idée d'activité intelligente pour l'enfant et avec aussi plus d'égalité. Et donc associer le service civique à cette réforme de devoirs faits. Vous parlez de l'égalité, vous souhaitez revenir sur la réforme du collège qui a été initiée en septembre 2007. C'est vrai que ça se bouscule, une réforme à peine installée qu'on veut déjà bousculer. Vous souhaitez donner davantage d'autonomie au collège, réinstaurer les classes bilingues, laisser la liberté aux établissements pour les enseignements interdisciplinaires. Très bien, mais est-ce que la liberté n'est pas facteur d'inégalité ? Il y a une carte scolaire, les parents ne décident pas où est-ce qu'ils mettent leurs enfants au collège. Donc, à un coin de rue, vous aurez un collège où on peut apprendre 2 langues dès la classe de 6e, faire des heures de latin, enfin tout ça est formidable. Et puis, à l'autre bout de la rue, un collège qui n'aura pas choisi ces options-là. Et les parents sont tributaires de la carte scolaire. Est-ce que la liberté, c'est pas une inégalité ? Non, c'est tout le contraire. Je pense que, de nouveau, la situation que vous décrivez, c'est celle que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force de prôner une égalité théorique, on a, dans la pratique, des inégalités. Moi, ce que je veux, c'est arriver à l'égalité par la liberté. Autrement dit, faire en sorte que l'autonomie des établissements leur permette tous de se requalifier. Ce qui était tout à fait anormal dans la réforme du collège. Et
nous ne sommes pas en train de la détricoter. Nous gardons ce qu'il pouvait y avoir de positif. Ce qu'il y avait d'anormal dans cette réforme, c'est qu'elle disait il faut un peu plus d'autonomie, en donnant 20% de maîtrise des horaires au collège, ce qui était plutôt une bonne chose. Mais en même temps, elle détruisait des choses que les collèges avaient fait au titre de cette autonomie, en détruisant les classes bilangues, les classes de latin, les sections européennes. Donc nous voulons rétablir ce qui est un élément pour ces établissements pour se différencier. Et c'est ainsi que chaque établissement peut inventer son projet éducatif. C'est comme cela que ça marchera. Et nous aiderons d'autant plus un établissement qu'il est en situation défavorisée. Et c'est là que vous voyez que la liberté peut être au service de la lutte contre les inégalités, parce que c'est ce qui permettra à des établissements en zone défavorisée de se requalifier. Un mot, parce que l'interview est terminée, vous parlez d'établissements défavorisés, vous nous confirmez d'un mot que les établissements scolaires REP+, en tout cas les plus défavorisés, verront bien les effectifs CP divisés par 2 dès la rentrée CP, oui, c'est une mesure clé promise par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, et nous la mettons en œuvre dès la rentrée prochaine. C'est-à-dire que là aussi, nous agissons à la racine, en cours préparatoire, là où on apprend à lire, écrire, compter, et où beaucoup de choses se jouent, et où donc les effectifs seront divisés par 2 dans les endroits les plus défavorisés. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, et à demain Fabien. À demain Thomas. À suivre notamment un autre élève, Raphaël Antoven.